puis avant de laisser la parole à Sébastien et de rentrer dans le cœur du sujet, comme je vous l'ai dit, je vais vous partager une courte présentation de Solidatech. Alors, je partage mon écran et voici. Et hop, Sébastien, tu me confirmes, vous voyez bien les slides apparaître? Bon. Super. Alors donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore ou qui ne connaissent pas totalement voilà, l'étendue de ce qu'on propose, Solidatech, c'est un programme de solidarité numérique qui a pour but bien, d'aider les associations à renforcer leur impact à travers une meilleure utilisation du numérique. C'est un programme qui a été créé en 2008 et pour vous donner un ordre d'idée, on est une petite équipe d'une quinzaine de personnes. On est répartis entre Paris et les Deux-Sèvres. Alors pourquoi les Deux-Sèvres? Parce qu'on appartient aux Ateliers du Bocage, qui est une coopérative d'insertion et qui est donc elle-même située dans les Deux-Sèvres. C'est une coopérative qui fait partie du mouvement Emmaüs et dont le cœur de métier, bien, c'est la collecte et le réemploi de matériel informatique, mais également de smartphones et de cartoucheries. Et vous verrez, on s'en fait notamment bénéficier via le programme. Et puis, on fait également partie du réseau international TechSoup, puisque, eh bien, il existe plein de programmes comme le nôtre de solidarité numérique un peu partout dans le monde. Alors, quelques mots sur nos bénéficiaires. Qui sont-ils? Très largement, vous pouvez voir que ce sont des associations de loi 1901. Mais on retrouve aussi quelques autres statuts comme des fondations RUP ou des fonds de dotation. Et donc, voilà, toutes ces associations vont pouvoir s'inscrire gratuitement auprès de Solidatech et notamment que ce soit, enfin, que votre secteur d'activité, peu importe le secteur d'activité et que vous ayez, eh bien, que des bénévoles ou au contraire des centaines de salariés, tout profil peut être intéressé et éligible au programme. Que faisons-nous concrètement? Comment est-ce qu'on aide les associations en matière de numérique? Eh bien, cela se passe principalement par trois modes d'action. Il va y avoir tout d'abord tout ce qui concerne le fait de faciliter l'accès au numérique aux associations. Donc, ça se passe par des logiciels à tarif réduit et du matériel informatique. On accompagne également les assos dans le développement des usages numériques, avec ici quelques exemples, notre centre de ressources ou un diagnostic numérique ou encore des webinaires comme celui d'aujourd'hui. Et puis on est aussi actif dans la coproduction et la diffusion de savoir sur la transition numérique des associations, avec par exemple notre étude triannuelle qu'on mène, qui s'intitule La place du numérique dans le projet associatif, qui est menée avec Recherche et Solidarité, qui est un bon exemple de ce type de ressources qu'on peut coproduire. Donc, en matière de logiciels, dont je vous parlais, des logiciels à tarif réduit, vous avez là un bon aperçu des offres qu'on met à votre dispo dans notre catalogue. Comme vous voyez, l'idée ici, en fait, c'est de répondre au maximum, tant qu'on peut, à un peu tous les besoins que peuvent rencontrer une association en termes de logiciels. Donc, on a tout un éventail d'outils numériques, mais aussi de comptabilité, des solutions antivirus, etc. Et avec des éditeurs qui vont être autant internationaux comme Microsoft, Adobe ou Zoom, ou aussi également des solutions plus locales, des solutions françaises avec par exemple AssoConnect, ou TalkSpirit ou encore NetExplorer. Et je vous avais évoqué tout à l'heure le matériel informatique. On a effectivement essentiellement une offre de matériel reconditionné aux ateliers du bocage, donc dans nos propres ateliers. Et puis également une petite partie d'offres de matériel neuf grâce à nos partenaires Cisco et Dell. Et puis un aperçu non exhaustif, hein, mais qui vous donne déjà une bonne idée de ce qu'on entend par un accompagnement aux usages du numérique. En fait, il va y avoir pas mal de ressources qu'on développe et qu'on met à votre dispo, dont vous pouvez vous en emparer soit en toute autonomie, avec par exemple notre centre de ressources ou encore des newsletters qu'on vous envoie régulièrement, ou ces sessions de webinaires comme celui d'aujourd'hui qu'on organise tous les mois sur des sujets liés au numérique. Et puis, vous allez avoir aussi d'autres types d'accompagnement, un accompagnement plus individuel sur mesure, dirons-nous, avec par exemple notre catalogue de formation, puisque Solidatech est un organisme de formation certifié Calliope. Et notre catalogue s'est d'ailleurs beaucoup enrichi le mois dernier, donc je vous invite à y faire un petit tour.
Et enfin, quelques chiffres clés pour vous donner une idée de notre action, où je m'attarderai eh bien, simplement sur le fait que vous êtes désormais plus de 40 000 associations à nous faire confiance et à vous êtes inscrites chez nous au programme depuis le début du programme. Donc voilà, si jamais vous n'êtes pas encore inscrit chez nous, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit et puis on peut vous faire bénéficier voilà, de bonnes économies et d'aides au numérique. Eh bien, c'est tout pour moi pour ce qui est de cette petite présentation de Solidatech. Je vais donc, avant de te redonner la main, Sébastien, je vais juste redire pour tous ceux qui nous rejoignent en cours de route, redonner deux petites infos. Donc, posez bien vos questions dans l'onglet QR. On y répondra à la fin du webinaire. Et également, ce webinaire est enregistré. Donc, le replay sera disponible d'ici quelques jours sur notre site internet. Voilà, vous en serez informé par mail. Voilà, Sébastien, je te laisse la main. Très bien, merci. Euh, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'objectif d'animer un webinaire avec deux enjeux principaux, hein, essayer de parler de la sécurité des systèmes d'information, hein, de la cybersécurité, tout ce qui tourne autour, et essayer de parler aussi du pilotage autour des systèmes d'information, comment piloter, avoir une stratégie autour de son système d'information. Euh, donc, pour me présenter rapidement, donc moi je suis Sébastien Delbon, je suis directeur informatique depuis une vingtaine d'années maintenant. J'ai toujours travaillé dans le secteur associatif, hein. Ça paraît bizarre pour un directeur informatique, mais c'est comme ça. J'ai été pendant une vingtaine d'années directeur informatique d'une association humanitaire présente sur toute la France qui avait 2000 salariés, donc plutôt une grosse association. Et depuis 4 ans, j'ai créé un cabinet de conseil qui est spécialisé dans le conseil justement aux associations de tout secteur, principalement du secteur de la santé, mais de tout secteur. Et parce qu'en fait, on se rend compte que le système d'information associatif est un peu particulier, comme l'a dit Lorraine, comme l'a dit, excusez-moi, du coup, Solidatech, on a la possibilité, au travers de programmes de donation et notamment de Solidatech, de bénéficier d'un certain nombre de licences, d'un certain nombre de produits qu'on n'a pas dans le privé ou qu'on n'a pas au même prix. Et donc, ça modifie un petit peu la stratégie informatique. Donc, c'est un petit peu spécifique. Donc voilà, on intervient depuis 4 ans dans une centaine d'associations sur la région plutôt Auvergne-Rhône-Alpes, mais également parisienne. Et donc, ça nous a permis d'avoir une bonne visibilité des systèmes d'information et de ce qui est mis en place dans les associations. Euh, on a un petit peu deux pôles hein, chez nous, un pôle de service qui s'appelle EasyDSI et qui propose notamment des services de directeur informatique à temps partagé. Là, on se retrouve dans une problématique dans les associations, c'est qu'on n'a souvent pas les capacités de financer un directeur informatique à temps complet. Et il faut savoir que voilà, il existe, on n'est pas les seuls, hein, des sociétés qui proposent de la direction informatique à temps partagé. Donc, on assure le rôle de directeur informatique dans des associations sur un jour par semaine, 2 jours par semaine, ça dépend de la taille. Et on s'est rendu compte aussi, on en parlera un petit peu tout à l'heure, que pour assurer notre mission, eh ben, on avait besoin d'un outil. Donc, on a décidé de créer une société qui s'appelle EasyApp et qui propose un outil qui permet de structurer, de gérer un petit peu les systèmes d'information associatives. Et cet outil, il est même étendu au privé. On a aussi des mairies, on a d'autres structures qui vont souscrire, mais il est quand même bien spécifique pour les associations. Autour de nos valeurs, hein, nous, on a le label engagé pour la e-santé, donc on est reconnu comme un acteur de la e-santé. Voilà, on a vraiment une stratégie autour de l'humain. On bosse beaucoup dans l'associatif et beaucoup dans tout ce qui tourne autour de l'humain et le social. Au niveau écologique, on essaye de mener des actions au travers de notre prestation ou de notre application aussi pour limiter l'impact écologique de l'informatique, hein, puisque c'est des éléments importants. Et voilà, sur le partage, on participe à beaucoup de clubs, on anime des webinaires comme ça pour essayer de diffuser le savoir dans les associations parce que vous verrez, on est encore très loin dans le secteur associatif de ce qu'on peut faire dans le privé.
Et en termes d'innovation, on a aussi sur notre outil, on est en train de réfléchir à l'intégration d'intelligence artificielle pour essayer d'automatiser un certain nombre de choses qui sont pas forcément simples à administrer dans les systèmes d'information associatifs. Au niveau du contexte, pour parler un petit peu du contexte de l'heure actuelle, donc en fait, vous entendez hein, dans les journaux, on est dans un contexte où les cyberattaques sont devenues un vrai fléau, on va dire. Le nombre de cyberattaques est très important. Vous voyez à l'écran le volume en chiffres des cyberattaques, il est aussi très important. Et ce qu'on constate, c'est que les petites organisations sont les plus sensibles à ces cyberattaques, puisque la plupart, quand elles y sont soumises, eh ben, elles ont du mal à s'en relever. Voilà, parce que, en fait, euh, pas la prise de conscience que tout tourne autour de l'informatique, hein. Le travail quotidien est beaucoup sur l'informatique, et c'est vrai que quand on perd toutes ces données, ben, c'est difficile de se relever. On pourrait estimer que le secteur associatif est un peu épargné. Alors parfois c'est vrai, parfois on tombe sur des pirates gentils qui acceptent de nous décrypter gratuitement nos données, mais c'est pas tout le temps le cas. Donc en fait, il faut quand même avouer que les pirates et les attaques, elles se font un peu au hasard. Donc les associations, elles sont aussi attaquées que le secteur public ou le secteur privé. Et le secteur de la santé est notamment très sensible hein, pour les attaques. Donc ça, c'est un élément assez déterminant en ce moment et ça va probablement aller de manière croissante, c'est-à-dire que même les plus petites associations vont devoir vraiment prendre des mesures par rapport à ça. Voilà. Euh, Au niveau des attaques ou des failles de sécurité, Euh, en fait, souvent, quand on n'a pas été confronté à une attaque, ou quand on n'a jamais vécu ça, on en entend parler dans les journaux et on se dit, ouais, ça doit pas être drôle à vivre, mais on se rend pas compte. Et quand on en a vécu, on se rend vraiment compte de la sévérité des choses, c'est-à-dire qu'on va vraiment se retrouver à un moment donné avec l'ensemble des données qui sont complètement bloquées, auxquelles on peut plus avoir accès, parfois des sauvegardes qui sont défectueuses, parfois tout simplement des vols de données. Malheureusement, dans les associations, il y a beaucoup de données confidentielles, hein. Il y a la santé, il y a l'immobilier, il y a le social, il y a les dons, les donateurs. Voilà, il y a beaucoup d'informations qui peuvent être personnelles, confidentielles. Donc, on a quand même des données qui peuvent être détruites, qui peuvent être volées. Parfois des atteintes à la réputation aussi, hein. Ça peut être une association qui va perdre les données de ses donateurs. On en a eu quelques-unes comme clients. C'est les donateurs qui reçoivent des mails non souhaités. Voilà, il y a quand même des conséquences et des impacts sur ces associations, sur leurs images. Voilà, il y a aussi certaines associations qui sont exposées à un chantage et qui finissent par régler des sommes, hein, ou qui se font extorquer des sommes au niveau informatique. Euh, Ce qu'on peut vraiment se rendre compte, c'est que, en fait, c'est quelque chose d'assez basique, mais ces attaques, très souvent, en fait, soit elles proviennent de personnes qui vont essayer de vous manipuler, hein, c'est-à-dire de vous contacter par mail ou par téléphone pour obtenir des informations. Mais dans tous les cas, ce qu'on peut constater, c'est que quand elles accèdent à vos données, ces attaques, ben, elles passent très souvent par des failles de sécurité qui sont connues. C'est-à-dire une faille de sécurité sur Windows, c'est quoi une faille de sécurité, hein? C'est tout simplement dans la version 10.8 de Windows, eh ben, on sait que si le pirate fait telle et telle action, eh ben, il peut rentrer sur votre poste et prendre le contrôle. Vous voyez, c'est des choses aussi simples que ça, assez facilement. Et donc, en fait, la seule moyen de boucher cette faille sur Windows 10.8, c'est de passer en Windows 10.9 et de le mettre à jour. Donc, la mise à jour des matériels et des logiciels, elle est vraiment essentielle. Et là, je pourrais vous dresser un petit constat là-dessus. Sur les 100 associations qu'on a eues comme clients depuis 4 ans, on a rarement vu cette mise à jour efficace. Alors parfois, elle est activée en standard, parfois, elle n'est même pas activée en standard, mais en tout cas, souvent, elle n'est pas gérée par des outils. Donc là, on est vraiment sur des types de mises à jour qui sont essentielles. Il y a autre chose qui est important aussi, hein, c'est qu'on se rend compte que quand on a une cyberattaque, c'est pas le moment de commencer à faire sa documentation.
C'est-à-dire que si c'est le moment qu'on choisit pour commencer à se dire, mais attendez, comment fonctionnaient mes serveurs? Attendez, pour les remonter, je branche quoi où? C'était installé comment? Bah, souvent, on n'y a plus accès, tout simplement. Donc, c'est pas le moment de se poser la question pour les remonter. Et en effet, la documentation, même basique, hein, du système d'information, elle est essentielle. Premièrement, elle est essentielle. Et deuxièmement, faut éviter de la mettre sur le même serveur qui est potentiellement attaqué. C'est-à-dire que si vous la mettez sur vos serveurs applicatifs, sur votre serveur contact, si c'est un serveur qui sont attaqués, votre documentation sera attaquée et vous servira à rien en cas de cyberattaque. Donc la bonne pratique, c'est vraiment de la mettre sur un outil tierce qui ne sera pas attaqué en cas d'attaque de vos périphériques, de votre infrastructure. Autre élément sur cette documentation, la plupart du temps, les associations nous disent, ben non, en fait, nous, on n'a pas la documentation, mais c'est notre prestataire qui l'a. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous pose beaucoup de questions, parce que pour rien vous cacher, on est souvent appelé chez EasyDSI ben, dans le cas d'un changement de prestataire, et on se rend compte que cette documentation, elle est toujours hyper compliquée à obtenir. Donc, je pense que ça, c'est une bonne pratique dans vos contrats d'imposer aux prestataires de mettre votre documentation informatique, la gestion de votre parc, sur un outil auquel vous avez accès, c'est-à-dire auquel vous pouvez directement vous connecter et avoir toutes les informations sur votre documentation. C'est très rarement le cas et je tenais à le souligner. Donc voilà, quand on a présenté un petit peu ce contexte, bah, l'Agence nationale de sécurité, alors je ne sais pas si vous connaissez, il y a une agence au niveau de l'État qui a vraiment pour objectif de s'occuper de la cybersécurité, qui s'appelle l'ANSSI. C'est l'organisme français en charge de la cybersécurité. Donc, ils ont fait différents documents. Moi, je vous ai mis en référence le guide de cartographie des systèmes d'information qui a été publié par l'ANSSI. Il est assez facile à lire, hein, contrairement à ce qu'on peut penser, et il donne un petit peu les bases dans la mise en place de cette sécurité informatique. Et en fait, ils ont toujours érigé en règle numéro un, vous verrez dans leur guide, c'est connaître son système d'information, l'avoir documenté. Parce qu'ils considèrent que sans ça, déjà, on n'a pas la brique numéro un pour se parer à une attaque. Souvent, quand ils sont en webinaire, les phrases qu'ils peuvent dire, c'est comment sécuriser les portes et les fenêtres de son association quand on n'a pas identifié quelles étaient les portes et les fenêtres. Voilà, ça paraît assez basique, mais si on n'a pas identifié par quelle porte et quelle fenêtre pouvaient rentrer les pirates, c'est assez difficile de pouvoir se dire comment je les verrouille, comment je les sécurise un petit peu. Donc voilà, c'est pas pour autant que la mise en place d'une cartographie est simple, hein, voilà, et ça demande à la fois d'avoir des outils automatisés qui permettent de faire une certaine automatisation dans les remontées, mais aussi de se créer de la documentation ou de demander de la documentation à ses prestataires. Euh, Vous faire un petit focus aussi, alors je tiens à le préciser, hein, ça ne concerne que les associations qu'on a pu accompagner. Ça ne concerne donc qu'une centaine d'associations. C'est en général des associations qui ont au moins une vingtaine de salariés, hein, à minimum, et ça peut être des associations qui vont jusqu'à 3000 salariés. Ce qu'on a pu constater sur les 60 associations sur lesquelles on a pu obtenir les chiffres, c'est que bah, très rarement, les associations ont mis en place un portail d'accueil intranet sur lesquels il est possible à la fois d'avoir de la documentation informatique, mais à la fois d'avoir des consignes de sécurité. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'il y a assez peu d'associations, 12% seulement, qui ont une personne qui a le poste de responsable ou de directeur des systèmes d'information. Donc voilà, la fonction qu'on propose à temps partagé, elle est bah, assez peu représentée dans le secteur associatif. Quand on parle de documentation, Euh, c'est pareil, on a trouvé seulement 8% des associations qui possédaient la documentation de leur système d'information. La plupart, quand on a essayé de la récupérer, ben, en fait, on s'est rendu compte que les prestataires ne l'avaient pas vraiment, ne l'avaient pas constituée. Et ben, la plupart des associations qu'on a pu rencontrer n'ont rien en la matière. Et il y a un dernier élément aussi, c'est que, ben, en fait, on s'est rendu compte que la plupart des associations avaient réfléchi à leur stratégie informatique, puisque
bah, vous le savez, l'informatique évolue en permanence. Ceux qui connaissent bien Solidatech s'en rendent compte. Le nombre d'applications en ligne qui existent maintenant possible pour une association est assez impressionnante, hein. Et donc, dans toutes de ces applications-là, faire son choix, c'est quand même, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Il faut pouvoir y aller, il faut pouvoir faire le choix. C'est nécessaire d'avoir une stratégie. Ben, on a trouvé seulement 5% des associations qui avaient une stratégie qui était formalisée. Voilà. Euh, ce qu'on peut constater, c'est que par rapport au monde privé, ben, on est un peu éloigné parce que tous ces chiffres-là, dans le monde privé, ils sont beaucoup plus importants. Donc, on doit faire face à des cyberattaques, mais avec beaucoup moins d'outils et beaucoup moins de compétences. Bon, là, je vous apprends rien, hein, on a aussi moins de moyens, donc c'est un peu logique. Au niveau des... Alors ça, c'est des slides que je voulais vous laisser, hein, je ne vais pas les détailler, mais il y a quelque chose qui va vous paraître évident, hein. Il y a un ratio qui est important à calculer quand on parle d'informatique. C'est le ratio, quel est mon budget global de l'association sur mon budget informatique. Et ce que j'ai voulu vous mettre dans cette pyramide, c'est voilà, ce qu'on constate globalement, c'est que dès qu'on a un budget inférieur à 1%, on est plutôt sous-doté en informatique. Et ça permet de se donner une certaine idée de où on en est pour commencer à préparer sa stratégie. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir en termes de cybersécurité, c'est comme sur la pyramide de Maslow que vous voyez là devant les yeux, hein, c'est qu'il y a des choses de base. Il y a des besoins de base en termes de sécurité qui parfois sont pas couverts. Donc juste assurer les sauvegardes, s'assurer que son parc est à jour. Je vous disais tout à l'heure, voilà, d'avoir un parc qui est à jour, de connaître son parc. Euh, et de documenter, c'est vraiment les éléments de base. Et après, progressivement, on peut monter vers des éléments plus sécurisants. Mais il faut savoir que les deux premières couches, c'est quand même 80% de la sécurité. Donc, il ne faut pas les négliger. Et vraiment, ce que je voulais vous montrer par ce petit slide, hein, c'est plusieurs associations qui nous ont aidés à créer ça et qui nous ont dit, en fait, ce qu'on constate en travaillant avec vous au quotidien, c'est que, en fait, globalement, chaque fois qu'on loupe une étape, c'est-à-dire que si je connais bien mon parc, je connais bien mes applications, mais je connais pas mes contrats informatiques, je loupe cette étape, je passe à la suivante, ben, on va se retrouver un peu comme le jeu de loi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, eh ben, en fait, le fait d'avoir complètement omis de gérer ces contrats informatiques, ça va nous rejaillir dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir besoin de changer de système et puis on va s'apercevoir qu'on est engagé tacitement, reconduit pendant 60 mois. Donc en fait, on va pas du tout avoir les moyens de faire cette modification qui était essentielle pour nous. Donc, on se rend vraiment compte que dans la gestion informatique, même pour les plus petites associations, chaque fois qu'on oublie une étape, on passe un petit peu au travers, on va dire. Et donc, voilà, c'est l'idée aussi de vous dire, quand vous faites un schéma directeur, une stratégie, il faut vraiment tout prendre en compte. Le côté applicatif, le côté contractuel, le côté tendance du marché, c'est des choses très importantes. Voilà un petit peu sur ces éléments-là. Euh, donc, vous l'aurez compris, la stratégie informatique et la cybersécurité, elles deviennent de plus en plus reliées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces deux éléments, c'est le fait de maîtriser vos applis, de maîtriser votre parc, de maîtriser vos outils, de maîtriser vos logiciels qui va progressivement vous amener vers une utilisation, on va dire, une utilisation plus efficace du numérique. Euh, voilà, ces deux enjeux pour moi, ils sont forts. Et je vous ai aussi répété une petite définition hein, de schéma directeur informatique ou feuille de route. C'est la stratégie qu'on se donne sur les 3 prochaines années. Et voilà, le message un petit peu fort qu'on voulait porter aujourd'hui, c'est que toutes les associations, même les plus petites, devraient avoir une vision pour leur informatique, en se disant, ben oui, est-ce qu'on prend un prestataire? Est-ce qu'on prend tel ou tel logiciel? Est-ce qu'il existe des applications sur le marché qui nous permettraient de mieux travailler? Et puis quel argent on y consacre aussi, hein, parce que voilà, c'est une partie importante des budgets des associations. Élément important aussi qu'on voulait vous présenter dans ce webinaire, c'est du coup la deuxième partie, c'est que quand on veut travailler sur les risques cyber, quand on veut travailler sur la documentation, sur les projets,
Euh, on a une vraie difficulté dans le système, dans le secteur des associations, c'est que, en fait, on va avoir en face une dizaine d'applications qui sont la plupart du temps d'origine américaine ou nord-américaine, pas très adaptées au marché français et qui vont nous proposer des abonnements à l'utilisateur. Alors là, l'abonnement à l'utilisateur, pour nous, il n'est pas du tout adapté pour les associations parce que on peut avoir dans des associations mais des fois trois ou quatre bénévoles qui jouent le rôle d'un responsable SI. Donc, on va être obligé d'aller acheter quatre licences pour l'équivalent d'une licence dans le privé avec quelqu'un qui serait salarié. Donc, on a vraiment des questions autour de ce mode on va dire, d'achat de licence à l'utilisateur. Et donc, dès qu'on veut aller chercher un outil de gestion de parc, un outil de gestion de projet, alors soit on tombe sur des logiciels libres qui sont très bien, mais qui peuvent être un peu compliqués pour une petite association ou pour une moyenne à administrer. On n'a pas forcément des administrateurs Linux dans son association et ça coûte assez cher de les faire installer. Et soit on tombe sur des solutions qui sont en ligne, mais qui sont très vite rédhibitoires, puisqu'il faut un outil de gestion de projet, un outil de gestion de tickets, un outil de gestion de parc. Donc, la question qui s'est vite posée pour nos clients, c'est de se dire à un moment donné, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir un outil un petit peu plus simple, hein, qui fasse peut-être pas papa-maman, mais qui nous permette de gérer l'ensemble de notre système d'information associatif. Et ça a été un petit peu l'objectif de Easy App. Donc, nous, on a créé un logiciel qui est vraiment 100% adapté au marché français. Hein, voilà, donc n'a pas du tout vocation à devenir international. Alors, sauf pour les associations qui peuvent avoir on va dire, des antennes à l'étranger, mais l'objectif, c'est pas qu'on aille vendre le logiciel aux États-Unis, pas du tout. On est hébergé en France sur deux data centers, hein, à Grenoble et à Lyon, et on est sur un hébergement de données de santé. Donc, pour ceux qui sont dans la santé, c'est aussi possible de venir sur EasyApp. On est parti sur un logiciel qui est full web, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à l'installer chez vous. Il suffira de l'utiliser en ligne. C'est assez simple pour pouvoir l'instancier. Nos différences par rapport à la plupart des autres logiciels, en fait, on n'a pas vraiment de logiciel concurrent parce que, comme je vous le disais, en fait, il y a des logiciels pour gérer des projets, il y en a des tonnes, il y a des logiciels pour gérer le parc, il y en a des tonnes, mais en fait, nous, on a la spécificité d'avoir un produit un petit peu tout en un. Donc, ça, c'est la première chose. Et en fait, on fait une licence pour l'ensemble des salariés et bénévoles de l'association. Donc, c'est une licence globale qui permet à tout le monde dans l'association de pouvoir utiliser l'outil. Sinon, on constate que du coup, les gens sont bridés. Pour ne pas acheter de licence, ils ne se connectent pas à l'outil et on peut avoir une utilisation partielle. La deuxième chose, c'est qu'on essaye de travailler, comme on travaille beaucoup dans l'associatif, sur le RSE. Hein. Avec EasyApp, on a déjà économisé une centaine de serveurs hein, qui étaient installés auparavant dans les associations. On essaye aussi d'être innovant, c'est-à-dire que les acteurs du secteur de la santé sont venus nous voir pour créer une connexion vers l'annuaire de santé, notamment pour gérer tout ce qui était finesse et RPPS. Alors ça, c'est technique, mais vous voyez, on a réussi à faire une évolution pour le secteur de la santé, et c'est pas du tout impossible que demain on demande la même chose sur la gestion du bénévolat, sur tout un tas de sujets. On est assez ouvert à développer des nouveaux modules à condition qu'ils soient spécifiques pour le marché français. Voilà. Autre élément, je suis désolé, j'ai un peu la voix qui est cassée, mais on est connecté aussi donc au travers du programme Solidatech. Hein, on a deux structures qui font pas mal de donations, qui sont Microsoft et Google. Donc on a beaucoup d'associations qui se retrouvent chez ces deux prestataires. Et donc nous, on a voulu se connecter. Et donc pour se connecter à EasyApp, il n'y a pas besoin de retenir de code. On peut se connecter avec Office 365 ou avec Google. Voilà, ça c'est les deux éléments pour simplifier notre mode de connexion. En termes de sécurité, donc on est sur une application qui est très sécurisée, hein, sur des serveurs HDS avec de la sauvegarde, avec des mises à jour régulières et de l'ensemble des librairies. Et on travaille vraiment sur le point 1 du guide de sécurité de l'ANSSI qui est inventorier, documenter et connaître son système d'information. Parce que quand on veut aller faire, nous, un audit ou un diagnostic d'une association, il faut qu'on se base sur des données réelles, il faut qu'on connaisse le nombre de machines, il faut qu'on connaisse l'infrastructure.
Et vous, c'est pareil, quand vous allez vous poser pour dire bah, quelle est notre nouvelle stratégie, il faut bien que vous maîtrisiez ces données. Le logiciel il est accessible depuis n'importe quel navigateur. Voilà, donc il est assez simplement accessible et donc il s'utilise en ligne. Pour pouvoir lancer l'application et vous mettre sur l'application, la formation est très rapide, hein, elle prend 1h30 en ligne. Avec des questions, ça fait 2 heures. On a des prestations de reprise de données parce que certains d'entre vous ont déjà des données sous Excel, hein, leur connexion Internet, leur parc. Donc, c'est possible de faire des reprises de données. On a un outil qui permet un inventaire automatique des postes. Donc, il suffit de l'installer sur un ordinateur et il va vous retourner automatiquement l'inventaire du poste sur EasyApp. Et on a aussi des prestations d'accompagnement à l'initialisation de l'outil si vous en avez besoin. Donc voilà, c'est un outil qui est très simple à mettre en œuvre. Voilà. Bon, dans nos références, on a beaucoup d'associations, mais on a aussi quelques mairies, on a aussi des prestataires de services. Petite démonstration de l'outil pour quand même vous présenter quelques écrans, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que l'objectif, c'est pas de faire une formation informatique, mais l'idée, c'est que je puisse vous montrer quelques rubriques. Alors, il faut savoir que c'est un outil qui est assez large et donc qui dispose de différentes fonctionnalités. Comme je vous l'ai dit, notre objectif, c'était de proposer aux associations un outil qui dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires pour gérer son informatique. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est possible de se connecter au travers d'Office 365 ou de Google ou d'un inviste de connexion classique. Donc, la première chose, donc on se retrouve ici sur l'écran d'accueil de EasyApp. Il y a un élément important, c'est qu'on s'est aperçu que dans les associations, vous aviez de plus en plus une utilisation de répertoires partagés en ligne, que ce soit du Google, du Dropbox, peu importe. Alors, on n'est pas fixé sur un outil, mais on en voit beaucoup. On s'est rendu compte que vous aviez beaucoup aussi d'applications en ligne, mais en fait, vous n'avez aucun endroit, aucun portail, entre guillemets, aucun intranet sur lesquels pouvoir accéder à tous ces liens, accéder on va dire, aux données de l'association. Et donc, en fait, un module qui vient de voir le jour sur EasyApp et qui nous a été demandé par les associations, c'est tout d'abord la possibilité de personnaliser, euh, on va dire, votre portail EasyApp avec votre logo, avec vos couleurs, et de pouvoir ici mettre un lien avec l'ensemble de vos outils, de vos applications, votre site web, les différentes procédures bureautiques, SI, etc., qui peuvent se trouver sur vos différents outils. Donc, il est possible de se construire un arbre des liens et qui est accessible à l'ensemble de vos collaborateurs, qu'ils soient salariés ou bénévoles. Et donc, quand ils se connectent à EasyApp, eh ben, ils vont se connecter sur un portail sur lequel ils ont tous leurs outils en référence. Vous avez pour l'association la possibilité aussi de mettre des actualités et des événements. Alors, on n'a pas vocation à devenir un vrai portail développé sur mesure et on en voit de moins en moins parce que c'est un coût très, très important pour au final assez peu de bénéfices. Et donc, on a décidé de créer un module qui vous permet d'avoir cette partie portail et d'accueillir l'ensemble de vos collaborateurs. Ça, c'était la première chose que je souhaitais vous montrer. Donc, cette page d'accueil sur EasyApp, elle est totalement personnalisable. On va pouvoir mettre les différents modules que vous souhaitez sur cette page d'accueil pour chacune des associations. On a décidé de découper le logiciel en entités juridiques. Pourquoi? Parce que on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'associations, qui ont des établissements, qui fonctionnent avec d'autres associations. Donc le but, c'était de pouvoir vraiment pouvoir gérer l'ensemble des entités juridiques de votre association. Alors si vous en avez qu'une, vous en avez qu'une, pas de souci là-dessus. Donc une vraie fiche entité juridique avec les différents SIRET, code NAF, votre numéro d'adresse interne, etc. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important en informatique, c'est de pouvoir avoir tous les contrats informatiques. Donc, sur cette page, vous allez pouvoir mettre en PDF tous vos contrats informatiques et en mettant une date d'alerte, pouvoir être alerté de la révision de ces contrats informatiques. L'idée, quand vous mettez en place l'outil, c'est de collecter tous ces contrats, de vous mettre les dates de révision pour pas louper des dates importantes de renouvellement qui vous réengagent sur des mois et des années. Donc ça, c'est un élément important en termes de bonne gestion et de pilotage du système d'information et du schéma directeur.
Voilà, c'est des éléments hyper importants. Euh, Vous verrez sur chacune des pages, on peut lister des factures, des images, des commentaires, des documents. Donc, il est tout à fait possible de faire ça et de renvoyer vers des liens aussi. Sur chaque entité juridique, on va pouvoir décrire les adresses auxquelles on est présent. Donc, par exemple, on va pouvoir indiquer ici que on est sur l'association du Vézinois, donc c'est le siège. Et donc, on va pouvoir préciser l'adresse exacte. On va pouvoir préciser le responsable, le jour d'ouverture, des choses comme ça. ISIA peut vraiment devenir votre annuaire des associations, des entités juridiques et des adresses. Vous allez pouvoir préciser des éléments sur le Wi-Fi et le réseau qui sont en place à cette adresse et également un certain nombre de champs libres qui sont personnalisables. Voilà. Vous pourrez aussi mettre vos différentes adresses dans des classeurs pour pouvoir les répartir. Voilà, il y en a qui disent, bah ça, voilà, c'est plutôt la partie logement de notre association, ça, c'est la partie sociale. Il est possible de faire des grands classeurs. Une fois que cette structuration association entité juridique faite, on va pouvoir aller plus finement sur l'adresse et pouvoir commencer à saisir les informations informatiques. Alors, soit c'est vous qui allez les remplir, soit c'est votre prestataire de service auquel vous pouvez demander de remplir ces informations. Donc, on va avoir des choses aussi techniques que le plan d'adressage IP, la configuration du réseau. On va avoir l'ensemble des applications qui sont utilisées chez vous, les hébergements locaux éventuellement. Sur la partie matérielle, comme je vous l'ai dit, ça sera assez simple de collecter tous les matériels de votre association et d'avoir une liste du parc exhaustive. On a un petit logiciel qui s'installe en automatique sur les postes et qui va nous remonter l'inventaire toutes les 4 heures. Donc, il va renvoyer vers EasyApp l'ensemble de votre inventaire que vous pourrez répartir entre adresses et entités. Donc, chaque adresse, chaque entité pourra avoir la liste de son parc informatique. Et comme on a eu beaucoup de demandes en ce sens dans l'associatif, vous pouvez, à un moment donné, si vous avez un directeur sur une entité juridique un peu spécifique et que vous ne voulez qu'il n'accède qu'à son parc à lui, bah, vous pouvez donner accès qu'à cette entité juridique. C'est possible de le faire. Donc, c'est vraiment très compartimenté entre tout ça. Vous avez la possibilité d'avoir vos machines virtuelles qui remontent automatiquement avec l'agent aussi. Au niveau des postes de travail, vous allez vraiment avoir un niveau de détail qui est important avec le modèle, le processeur, la RAM. Vous pourrez aussi au niveau comptable mettre la date de commande, la date de mise en service. Vous aurez pour certains postes la date de garantie qui remonte automatiquement aussi. Donc pour savoir jusqu'à quand vos postes sont garantis. Et on l'a pas fait encore, mais on pourrait imaginer mettre les moyens de commander un nouveau poste vers Solidatech. Pourquoi pas? Et pour le renouveler. Donc, il y aura aussi des conseils qui vont s'afficher sur les postes de travail. Si vous utilisez certains logiciels de prise en main, il sera possible de prendre la main directement depuis ZIAP sur le poste de travail pour pouvoir le dépanner. Donc, si vous avez un service informatique interne, eh ben, il pourra prendre la main directement à partir de cet inventaire. Vous pouvez aussi noter l'ensemble des licences, l'ensemble de vos connexions téléphoniques, avec un certain niveau de détail aussi, hein, le fournisseur, la connexion, à quand vous l'avez acheté, quand est-ce qu'elle a été mise en service. Donc ça, si vous avez déjà des tableaux Excel, c'est assez simple de les importer dans EasyApp. Voilà. Et puis si vous voulez savoir quelle est votre éligibilité sur l'adresse, on a mis aussi des boutons assez rapides qui nous permettent de nous projeter et de voir si on est éligible à la fibre ou pas. Voilà, ça c'est aussi des questions qu'on nous pose aussi souvent dans les associations. Et on essaye d'intégrer dans EasyApp des petits outils comme ça qui vous permettent d'aller assez vite. On en a un qui est assez sympa aussi, c'est de pouvoir positionner précisément où est notre baie réseau pour que on puisse dire, bah non, notre baie, elle est vraiment là, parce qu'on voit des associations des fois qui ont des très grands bâtiments, et en fait, il faut pouvoir préciser de manière précise où est la baie informatique pour être sûr d'être éligible. Voilà un peu, donc pas mal de petites rubriques informatiques. Alors, le logiciel est assez complet, mais vous verrez sur chacun des éléments, ben, en fait, si on va par exemple sur les applications qui sont en place, on n'a qu'une dizaine de champs qui sont disponibles. Donc l'application reste quand même, vous l'avez vu, assez rapide à prendre en main et à naviguer. Voilà, il y a beaucoup d'associations qui nous font des retours positifs sur cette ergonomie-là. Voilà,
Voilà sur ces éléments-là. Ce qu'il faut préciser, c'est que si vous êtes dans le domaine de la santé, on a aussi intégré la possibilité de gérer vos finesses, qui sont vos numéros d'agrément santé. Voilà. Euh, Ça, c'est un élément important. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de pouvoir synchroniser l'ensemble de vos utilisateurs avec Office 365, si vous êtes sur Office 365. Ça va vous permettre tout simplement de créer à la volée à l'ensemble de vos utilisateurs sur EasyApp. Donc cette étape, il n'y a pas de reprise, c'est assez facile à la synchroniser et ça permettra à tous vos utilisateurs de se connecter facilement à l'application grâce à Office 365 et donc de simplement cliquer sur Office, d'être connecté. Pas besoin de mot de passe. On a une partie documentation dans laquelle vous allez pouvoir mettre toute la documentation informatique de la structure. Chose très importante, l'utilisation des logiciels, où est-ce qu'on trouve la documentation. Voilà, on en a fait une par exemple sur Teams, où on a mis toute une série de vidéos qui permettent de mieux manipuler l'outil Teams. Donc ça, nous, on fournit un certain nombre de documentations de base dans l'application que vous pouvez intégrer, mais vous pouvez aussi créer toute votre documentation informatique. Donc la fameuse dont je parlais dans les premières pages, ben voilà, pour pouvoir dire comment fonctionne mon infrastructure. Là, je vais faire une description de mon infrastructure. Et là, pour le coup, elle ne sera pas visible par tous mes utilisateurs, mais que par mon service informatique. Donc, vous pouvez à la fois vous en servir pour avoir une documentation technique, donc qui va vous servir en cas d'attaque cyber, et à la fois une documentation pour vos utilisateurs finaux. Élément important aussi, c'est qu'on a intégré, suite à plusieurs demandes, un système de gestion des tickets, parce que voilà, ça nous obligeait à sortir pour pouvoir aller gérer des tickets en dehors de l'application. Et surtout, le fait qu'on soit complètement connecté au reste ben, permet d'avoir la fiche de la personne, d'avoir la fiche de l'entité juridique. Donc, quand on est dans un service informatique interne, ou quand on a une personne en interne, ou quand c'est pourquoi pas un bénévole qui traite les tickets, on va avoir la possibilité d'avoir la fiche de l'utilisateur qui a créé les éléments. Si c'est un problème de connexion Internet, on pourra directement accéder à sa fiche. Si on a l'outil de prise en main à distance, on pourra directement prendre la main à partir du ticket. Donc, c'est un outil qui est quand même bien connecté au reste de la documentation qu'on peut avoir. Voilà, donc bien sûr, quand on a une panne qui est un peu globale ou une attaque cyber, bah, il va y avoir des questions qui vont permettre de se dire, là, on est sur un risque majeur et de pouvoir traiter ce ticket en priorité. Donc là, on a un vrai système de gestion des tickets et depuis peu, certaines associations nous disaient, mais on aimerait bien pouvoir utiliser ce système de tickets aussi pour nos RH, pour aussi certaines demandes de travaux dans les bâtiments. Et donc, on a ouvert la possibilité depuis 2023. Donc, il y a possibilité de se créer plusieurs systèmes de tickets dans le même abonnement. Vous pouvez gérer l'ensemble des tickets de votre association, qu'ils soient informatiques ou non. Donc, il y a une rubrique intervention qui permet au service informatique de consigner les interventions locales et une rubrique projet qui va vous permettre, là aussi, d'avoir un logiciel de gestion de projet. Alors, ça peut être des projets informatiques, mais ça peut être aussi des projets en dehors de l'informatique. Je vais vous ouvrir une fiche pour vous montrer très rapidement, hein. Sur cette fiche projet, vous allez avoir la possibilité de décrire de manière assez complète votre projet, le nom du projet, le pourcentage d'avancée, les différentes dates, les types de projets. On peut mettre un certain nombre de liens, de documents, d'images attachés à ce projet. On peut mettre des météos, des risques, on peut mettre des indicateurs de déploiement, des indicateurs quantitatifs, on peut mettre les équipes qui travaillent sur ce projet. On peut donner accès à des utilisateurs qui normalement n'ont pas accès à la gestion de projet, à un projet donné parce qu'ils sont référents ou parce que exceptionnellement ils aident. On peut mettre les comptes rendus des réunions et des différents éléments du projet, les plannings, les différentes tâches, les différents livrables. La partie financière, donc c'est pas un logiciel comptable, mais ça permet de dire, voilà, sur ce projet, on avait prévu 10 000 euros, on avait actualisé à 12 000, finalement, on a fait 13 500, donc on a dépassé de 1 500. Et au final, on a la possibilité d'avoir une vue de l'ensemble de ces projets, une vue un peu synthétique, qui résume les tâches réalisées, les livrables, et qui est imprimable. Donc voilà, avec aussi un diagramme de Gantt qui permet de suivre l'ensemble de ces projets.
Cet outil reste quand même assez simple en termes de gestion de projet. Pour ma part, j'en ai testé plus d'une dizaine dans ma carrière que j'ai souvent fini par abandonner parce que trop complexe. Et c'est vraiment ce qu'on a cherché, c'est d'avoir un outil qui soit simple parce que bah, ne serait-ce que, voilà, on a des associations qui l'utilisent juste pour avoir leur portefeuille projet, c'est-à-dire se dire, bah, nous, on aimerait voir tous les projets qui sont lancés dans notre association et avoir cette fiche synthétique qui nous les résume avec un pourcentage d'avancée globale. Mais pourquoi pas? Voilà, c'est vraiment un outil qui peut être aussi simple que ça aussi et vous permettre bah, de suivre ces différentes applications. Bien sûr, la possibilité d'exporter tout ce que vous avez saisi, hein. Donc vous pouvez l'exporter au format Excel très rapidement, la liste des associations, des entités juridiques, des adresses, des postes de travail. Donc tout ce que vous avez saisi, vous pouvez le ressortir très rapidement sous Excel. Vous avez bien sûr aussi quelques éléments statistiques, hein, voilà, sur votre informatique, le nombre de postes, le nombre de serveurs, le nombre de connexions Internet. Sur les tickets, vous pouvez avoir des statistiques aussi, sur les projets aussi, sur les entités adresses aussi. Donc ça, c'est des statistiques qui peuvent vous servir directement. Et les deux choses dont j'ai pas parlé, on a aussi du coup un petit gestionnaire de contrats où on va voir tous ces contrats en discussion à renouveler ou en cours. Et on a décidé aussi, vous savez que dans la rubrique informatique, je vous ai montré tout à l'heure, on peut dire quelles sont les applications utilisées par notre association. Et on a décidé de mutualiser ce catalogue. Donc, il est possible de venir faire des recherches ici en disant, ben voilà, je veux un logiciel qui gère plutôt la qualité. Donc, je vais me mettre sur la qualité et je vais rechercher un logiciel qui gère ça. Et ça me permet de voir ceux qui sont déjà utilisés par d'autres associations. Voilà pour le tour un petit peu complet. Après, on a des outils, hein, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, des outils qui nous permettent, tout à l'heure, je parlais de sécurité informatique. À partir du moment où on a synchronisé tout notre parc informatique avec ces outils, il nous est possible de nous dire à un moment donné, je vous parlais de mise à jour des logiciels tout à l'heure, bah tiens, j'aimerais savoir si mes Adobe Acrobat Reader sont tous à jour. Et vous voyez, il va aller regarder sur l'ensemble des postes si les Adobe Acrobat Reader sont à jour. Et on va voir ici que, bah, en fait, on a des versions très différentes. Donc ça permet de s'assurer que son parc, bah, il est plutôt à jour. On a la même chose sur le matériel. Donc, on a vraiment des outils qui permettent, on va dire, d'aller un peu plus loin en termes de connaissances, de documentation de votre poste. Donc, vous voyez bien que si on veut reproduire tout ce que je vous ai montré là, et encore j'ai été très rapide, sous Excel et sous Word, on en arrive à monter une usine à gaz. Donc, à un moment donné, c'est ce que dit l'ANSSI et ce que je vous disais tout à l'heure, il faut qu'on s'appuie sur un outil pour pouvoir, à un moment donné, bah, tout simplement avoir des données cohérentes, savoir qu'est-ce qui se trouve à tel ou tel endroit. Voilà, vous avez une nouvelle adresse qui se crée, eh ben, en fait, on va lui rattacher des matériels, on va lui rattacher des connexions Internet. Quand ça se trouve dans 10 000 fichiers Excel, bah, faut aller dans les 10 000 fichiers Excel pour rajouter la nouvelle adresse. Et souvent, on l'oublie dans une ou deux et on en arrive à des données qui sont complètement incohérentes. Donc voilà l'idée de l'outil, c'est vraiment le moment où vous voulez faire de la sécurité, bah là vous avez une attaque, vous savez que vous avez l'ensemble de vos postes, vous avez la documentation de votre infrastructure, vous avez tout ce qui concerne votre informatique. C'est pas stocké sur votre réseau, c'est sur un outil à part, donc vous savez que vous y avez accès pour reconstruire votre système d'information. De la même manière, quand vous allez construire votre feuille de route, votre schéma directeur, vous allez vous dire, bah, ça va nous coûter combien? On a 100 postes de travail, ça va nous coûter combien dans les 3 prochaines années de renouveler notre parc? Et ben là, vous aurez directement le détail de votre parc avec la version de Windows. Et ça va vous permettre de construire votre stratégie en vous disant, bah, peut-être l'année prochaine, on va devoir en changer 18, l'année prochaine 17, et de programmer vraiment une feuille de route et un budget pour votre association. Donc, tout ce qui est là, c'est vraiment un lien avec ce que j'ai présenté dans la première partie. À un moment donné, quand on commence à dépasser un certain nombre de salariés, et même très rapidement, hein, même à partir de 10, 15, 20 salariés, ou 10, 15, 20 postes de travail fournis aux bénévoles, on a quand même besoin d'un outil qui nous permette de nous dire, ah ouais, bon, on sait où ils sont, on sait comment ils sont faits, on sait s'il y a des risques d'attaque, et on gère un petit peu cette sécurité informatique. Voilà, on la voit de plus en plus de manière complètement non gérée dans les associations. Et ce que je trouve sympa, c'est cette idée qu'ont eu certaines associations de se dire, on va transformer cet outil en portail pour habituer nos utilisateurs à aller dessus, à avoir accès aux documentations, à avoir accès aux recommandations en termes de sécurité,
qu'on leur envoie pas par mail un lien qui fonctionne pas vers un logiciel, voilà, ils peuvent recevoir du spam avec un lien vers un logiciel sur lequel ils ont l'habitude de se connecter. Là, ils sont sûrs que s'ils se connectent sur l'outil, ils ont la possibilité d'aller directement sur l'outil. Donc, un ensemble de fonctionnalités qui sont à destination des associations en un seul abonnement. Voilà, c'est vraiment l'outil qu'on a proposé pour essayer de sécuriser la partie cyber, mais aussi s'assurer que quand on a défini une stratégie, on est en capacité de la suivre et de la faire avancer par l'intermédiaire de projets, de tâches et via un outil. Voilà pour les quelques écrans. Bien sûr, si vous avez envie d'une démonstration un peu plus poussée sur certains thèmes, puisqu'on n'est pas obligé d'acheter tous les modules de l'application, on peut commencer par certains. C'est d'ailleurs même plutôt recommandé de commencer par certains, sans problème pour vous faire une démonstration ou reprendre du temps avec certains d'entre vous pour travailler ces éléments-là. Voilà sur cette partie-là. Pour revenir un petit peu à mon PowerPoint, quelques éléments supplémentaires. Donc au niveau de notre offre, quand même, que vous connaissiez un petit peu comment on fonctionne. Donc là, ce que je vous ai mis pour que vous ayez le récapitulatif, c'est tous les éléments que permettent chacun des modules. Donc je crois que ce PowerPoint sera à votre disposition. Donc vous pourrez retourner dessus pour pouvoir, voilà, donc, il sera mis à votre disposition. Donc, euh, comme je ne peux pas mettre à disposition la petite démo que j'ai fait une description de l'ensemble des modules, ticketing, projet, et également des portails. Ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi, c'est que vous pouvez permettre à vos différents prestataires informatiques d'accéder gratuitement à votre compte. C'est-à-dire que si vous avez l'abonnement EasyApp, et que vous avez un prestataire qui vient vous assurer la maintenance informatique, vous pouvez lui créer un accès gratuit pour qu'il vienne travailler sur vos données. Si un jour vous rompez son contrat, ben, il suffit de casser le partage et vous conservez vos données. Donc moi, c'est vraiment une recommandation que je vous fais. Gardez toujours auprès de vous vos données. Soyez pas dépendant d'un prestataire pour avoir votre documentation. Ça, c'est vraiment un élément important. Au niveau des tarifs, voilà, pour résumer un petit peu, la mise en place de EasyApp, elle est quand même assez facile, hein. Voilà, elle reste en coût maîtrisé parce qu'on démultiplie pas le nombre de licences, on n'ajoute pas une licence à chaque utilisateur. Élément important pour nous aussi, c'est qu'il existe des logiciels libres qu'ont installé certaines associations, mais il faut savoir que c'est systématiquement un, voire deux serveurs pour faire tourner ces logiciels libres. Donc nous, c'est vrai que au final, on a un seul ou deux serveurs pour l'ensemble de nos clients. Donc on est vraiment dans cette démarche RSE qui dit, voilà, nous on a une application web légère, et plutôt que de démultiplier les serveurs pour gérer ce type de fonctionnalité, ben, on vous propose une application en ligne qui est très simple à mettre en œuvre. Donc, elle est sécurisée aussi. Et c'est vraiment une application qui permet de monter en niveau de maturité. Vous verrez, quand on a sa documentation qui est disponible, on voit plus l'informatique de la même manière. Voilà, on se dit, on a quand même quelque chose. Voilà, on a fait le travail de prendre conscience de cette informatique, de travailler dessus. Pourquoi pas de faire une feuille de route? Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à maîtriser pour les différentes associations. Je souhaitais quand même vous donner quelques exemples de tarifs. Alors, bien sûr, vous l'avez vu, il y a plein de modules. Donc, selon le module, ben, on n'aura pas les mêmes tarifs. Selon la taille de l'association, on n'aura pas le même tarif. Vous savez que notre tarif, je vous l'ai dit plusieurs fois, il est très lié au nombre de salariés de la structure. Voilà, on s'est plutôt basé là-dessus. Donc on est sur ce tarif-là. Et pour vous donner quelques idées, parce que souvent on a l'impression que le fait qu'il y ait beaucoup de logiciels puisse entraîner un coût très important. Donc on est sur des structures de moins de 100 salariés, on commence à l'abonnement à partir de 49 euros. Et puis voilà, vous voyez quelques exemples supplémentaires. Alors voilà, si vous faites un comparatif de tous les outils qui sont inclus et quand on regarde les licences à l'utilisateur, c'est vrai qu'on se positionne aussi voilà, pour être sur un outil qui est accessible aux associations. Alors voilà, on est certes aussi sur un outil un peu plus simple que des gros outils américains qui permettent de faire du ticketing ou des choses comme ça. Mais quand on creuse, on n'a pas besoin de toutes ces fonctionnalités. Donc, on est vraiment calé sur le marché français, plutôt adapté aux associations. Et c'est pour ça que depuis des années,
on travaille aussi avec Solidiatech au niveau des DSI parce que voilà, on est bien dans cette mouvance-là. Euh, pour s'inscrire sur EasyApp, si vous avez envie de le tester, c'est assez simple. Vous allez sur easyapp.com, hein, et vous avez la capacité de vous inscrire directement via un formulaire. Ça prend 5 minutes. Et donc, vous aurez la possibilité de tester l'application pendant un mois. Vous pouvez aussi nous contacter sur contact@easyapp.com. Donc voilà, si vous souhaitez une démo, si vous voulez creuser certains aspects. Même si vous voulez échanger sur des aspects plus de stratégie informatique, hein, parce qu'il y a des associations qui le souhaitent aussi. Et donc, en fait, comme on est un outil très adapté aux associations, on accorde 20% de remise pour les associations sur l'ensemble des modules. Et au travers de ce webinaire, on a décidé aussi d'offrir 2 mois d'abonnement pour tous ceux qui souscriraient l'application d'ici fin février suite à ce webinaire. Donc voilà un petit peu pour ce tour complet. Et puis j'espère avoir pu vous sensibiliser à la fois au fait de gérer et de travailler, on va dire, tous les aspects cyber, mais aussi au fait de, même quand on est dans une association de taille moyenne ou à partir d'un certain moment, il faut quand même se poser la question de réfléchir à sa stratégie, de réfléchir à sa sécurité et de s'en occuper parce que voilà, on constate de plus en plus de piratage, même sur des petites associations ou de taille moyenne, et sur les plus grosses, n'en parlons pas. Je vous remercie. Eh bien, merci Sébastien pour cette présentation qui est d'un outil qui a l'air très complet et on sent quand même bien pensé pour effectivement les besoins des associations, des associations quand même de toute taille. Donc c'est une belle solution, en tout cas je trouve de mon côté. J'espère en tout cas, de votre côté, ça a suscité pas mal de questions sur le sujet. Euh, donc, sans trop attendre, vu qu'on a grosso modo jusqu'à 45, hein, pour vous rappeler, pour échanger sur les questions-réponses, je vais peut-être commencer, peut-être pour rebondir sur ce que tu viens de dire, sur le lien avec les cyberattaques. Il y avait une question de Léna qui disait que si elle comprenait bien, l'outil n'empêche pas en lui-même les attaques, mais il permet d'y faire face plus facilement grâce à une bonne connaissance de son système d'information, c'est ça? Absolument. Ce qu'on a pu constater, c'est que quand on mettait, alors bien sûr, hein, je ne dis pas qu'il faut pas mettre d'antivirus, qu'il faut pas mettre de firewall, bien sûr, il faut aller sur ces outils-là. Mais ce qu'on constate, c'est que par exemple, quand on met des firewalls dans une association, si on n'a pas la liste par ailleurs de ces firewalls, qu'on ne connaît pas la marque, etc., ben, on aura tendance à pas les mettre à jour, à pas s'en occuper, et on va se retrouver à un moment où en fait il y a une attaque qui va arriver par le firewall qui n'est pas à jour. Donc cet outil, en fait, en effet, il vous prémunit pas directement de la sécurité, mais il vous aide à vous poser la question de vous dire, ah bah oui, je constate que j'ai 10 firewalls de 10 marques différentes. Comment est-ce que je vais arriver à les mettre à jour? C'est trop compliqué, 10 marques différentes. Donc, il va vous pousser à construire une stratégie en faveur de se dire, bah là, la prochaine fois, je vais peut-être aller sur une seule marque. Voilà. Donc, en effet, c'est pas un outil de sécurité direct. D'accord. Et du coup, ça me fait rebondir sur une autre question de Dominique qui, du coup, se posait la question de savoir, tu disais ça plutôt au début du webinaire, mais si la documentation qui a été faite, reçue par un prestataire, comment savoir si elle est opérationnelle, si elle est bien faite? Est-ce que tu as un peu des conseils là-dessus? Ou est-ce que le logiciel aussi peut donner un peu aiguiller pour savoir si c'est assez complet, par exemple, si on a Alors, une bonne c'est carte. assez difficile parce que en fait, bah, les prestataires font des documentations sur différentes formes. Parfois, c'est du PDF, parfois, c'est directement de la documentation en ligne. Du coup, en fait, ça dépend vraiment de votre contrat aussi. C'est-à-dire que si vous avez un contrat qui ne recouvre que le Wi-Fi, bah, votre prestataire va faire une documentation très partielle sur le Wi-Fi. Mais en tout cas, ce qui est assez essentiel, c'est que vous avez vu l'outil, en tout cas, il possède toutes les rubriques qui vous permettent de cogiter, de vous dire, mais oui, là, je suis sur une rubrique qui est la rubrique téléphonie. Est-ce que j'ai bien de la documentation sur la téléphonie? Est-ce que mes prestataires m'ont donné on va dire, des éléments de la documentation sur la téléphonie? Là aussi,
c'est un outil qui va vous permettre de voir tous les sujets sur lesquels vous avez peut-être pas investigué et sur lesquels il y a peut-être quelque chose à faire. Et la bonne pratique, en tout cas, c'est au moins que le prestataire vienne vous mettre à période régulière son document PDF ou sa documentation sur votre outil. Parce que la première chose, je dirais, par rapport à la question, c'est déjà de s'assurer que souvent, il va vous dire oui, oui, mais je m'assure de la documentation. Mais quand vous allez lui la demander, vous allez voir les mois qui commencent à passer parce que, au final, il la rédige au fur et à mesure parce qu'il n'a pas eu le temps parfois, parce que des fois, elle n'est pas à jour et qu'il y a de la mise à jour à faire. Donc forcément, c'est toujours mieux à un moment de demander d'au moins une fois par an de vous livrer la documentation. Après, pour s'assurer de la qualité, c'est autre chose. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sans un responsable informatique qui est là un petit peu pour vous aider, c'est parfois un peu technique la documentation, hein. Donc voilà, il y a ces éléments-là. Et peut-être que ça peut m'amener à une autre question qui est de savoir, bah, il dit des, si, est-ce que vous faites, il y a des personnes qui souhaitent savoir un petit peu est-ce que vous faites de l'infogérance et avoir aussi quelques infos sur les DSI et services en temps partagé, peut-être voilà comment ça fonctionne de manière générale. Oui, c'est une bonne remarque. Je pense nous, on fonctionne un petit peu comme d'autres sociétés qui proposent de la DSI partagée. Nous, on vient vraiment dans un rôle de conseil, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du tout d'infogérance. On n'a pas envie à la fois de vous conseiller d'aller sur certains routeurs et de vous les vendre. Ça nous paraîtrait pas très cohérent. Donc, on est vraiment agnostique à des prestataires, hein. Voilà, on travaille avec différents prestataires, on connaît leurs solutions, mais voilà, on n'est pas du tout revendeur de ces solutions. Donc, moi, le premier conseil que je vous donnerai, même si c'est pas évident, c'est ne prenez pas comme conseil principal en informatique quelqu'un qui va vous vendre une solution. Parce que sinon, c'est compliqué de réaliser les deux. On va forcément vous orienter vers la solution qu'on vend. Donc, il existe des cabinets comme le nôtre qui sont en capacité de vraiment de vous assurer une mission de directeur ou de responsable informatique sur un temps et qui vont venir vous conseiller, vous aider à peut-être à rédiger votre stratégie. Voilà, qu'est-ce qu'on veut faire dans les 3 ans qui arrivent? Est-ce qu'on veut aller vers du client terminal? Est-ce qu'on veut aller vers des postes portables? Est-ce qu'on va aller vers Office 365? Donc tout ça, il faut l'écrire parce que ça coûte derrière. Donc ça, c'est plutôt la partie conseil. Et après, les prestataires, ils sont là plutôt pour assurer les projets, les techniques et tout ce qui va autour. Et donc, du coup, comment ça fonctionne? Nous, on fonctionne de la manière suivante, c'est que bah, tout simplement, on fait tout début un diagnostic de là où on est l'association, hein. On n'est pas très original dans notre méthode, hein. Voilà, tous les cabinets comme les nôtres font un peu la même chose. Donc, il y a un diagnostic initial. Ensuite, on essaie de voir un petit peu le gap que vous avez par rapport à ce qui se fait sur le marché. Voilà, une association, par exemple, qui aurait 100 postes, mais qui n'aurait pas un réseau structuré avec ce qu'on appelle un Active Directory à peu près aux normes, etc. Ben, on va quand même lui conseiller d'aller vers quelque chose d'un peu structuré. Et du coup, on va définir ben, un schéma directeur ou une feuille de route et on va être là pour la suivre. Donc, s'assurer que soit les équipes internes, soit les équipes externes puissent aller vers cette feuille de route qui a été définie par l'association. Donc, il faut savoir que là, on agit un petit peu en tant que pilote et c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Très bien. Pour répondre à un peu plus de questions, j'enchaîne avec une question. Est-ce que voilà, la solution EasyApp, elle permet de faire des progrès en termes de RGPD avec l'identification, le recensement des collectes, des traitements, peu les infos qu'on m'a dit, mais voilà. En gros, est-ce que en termes de RGPD, c'est une association c'est une application qui peut aider justement à peut-être y voir plus clair et à mieux formaliser justement peut-être si on est dans les clous ou non côté RGPD. Je suis sûr que oui, parce qu'on est contacté par beaucoup de cabinets justement qui font de la DPO externe ou du RGPD et qui nous disent, ben, nous c'est bien, on a fait notre travail, on a analysé ben, les différents risques de perte de données, on a regardé les formulaires de collecte de dons des associations, mais par contre sur la partie technique et informatique, on leur a demandé des informations, on n'a rien, et on voit bien ben, que tout ça n'est pas piloté. Et en effet, je pense un peu que c'est le complément idéal quand on fait une démarche de RGPD de se dire, ben, on a fait une démarche RGPD pour piloter un petit peu les risques autour des données personnelles.
Mais il faut absolument qu'on pilote un petit peu les risques et qu'on pilote notre informatique qui va avec. Donc, en effet, je pense que c'est un outil qui est quand même bien complémentaire, hein. Vous pourrez demander à votre DPO, mais en termes de documentation, d'architecture, on va aussi, si un jour vous perdez les données personnelles de certains de vos adhérents ou de certains de vos usagers, on va vous demander des comptes et si vous dites, ben, je sais pas, moi, je j'ai aucune documentation sur mon système d'information, c'est quelque chose qui va pas passer. Donc, en effet, c'est très complémentaire. Oui, et puis en plus, j'imagine, enfin, le fait aussi que vous, les serveurs soient hébergés en France, ça rajoute aussi Oui, une meilleure visibilité de où sont hébergées les données qui sont utilisées, enfin, qui sont collectées dans l'application. Donc, je pense que pour le absolument. coup, c'est aussi un point très positif en termes de RGPD. Puis ce que j'ai pas dit aussi, hein, c'est il y a une procédure qui est en train de sortir et qui est sortie depuis pas mal de temps maintenant en termes de cybersécu quand on a une attaque. Et ça, c'est des choses aussi qu'on va progressivement intégrer dans l'application, hein. J'ai pas parlé de tout ce qui allait sortir dans pas longtemps, hein. On est en train d'intégrer un peu d'intelligence artificielle un peu à tous les niveaux. Et surtout, sur certaines rubriques, comme sur la rubrique sécurité, on va pouvoir analyser ces risques, essayer de définir sur quoi on a un risque. Et on aura aussi la procédure des personnes à contacter en cas d'attaque. Voilà, qui est-ce qu'on doit contacter au niveau de l'État, au niveau de la CNIL aussi, puisqu'on est obligé. Donc voilà, ce type de choses est important. D'accord. Pour continuer sur une autre question, il y a eu plusieurs interrogations sur la compatibilité, on va dire, de l'application EasyApp avec, donc l'as bien montré, tout ce qui est possible de faire avec Microsoft 365. Est-ce qu'on peut faire exactement les mêmes choses avec la suite Google? Et est-ce que c'est possible avec d'autres types de logiciels comme par exemple Nextcloud? Alors, non, c'est pas possible avec Nextcloud. Par contre, avec Google, en effet, on a développé la possibilité de se connecter avec son compte Google. Donc, on a la possibilité de réaliser cette connexion. Et donc, on a la même fonctionnalité que sur Office 365. Pour qu'on puisse, voilà, après, comme je vous l'ai dit aussi, on est une entreprise française, hein, donc la plupart des fonctionnalités que vous avez vues nous ont été demandées par les clients. Et en fait, il suffit que tout simplement la- la- l'autorité de certification de la connexion, par Google ou Microsoft, elles sont très connues, elles respectent un certain format. Si la structure dans laquelle vous pensez respecte ce format, on pourrait étudier la possibilité de se connecter aussi avec un SSO. C'est ça, oui, la personne demandait si le SSO fonctionne aussi sur du Nextcloud, par exemple. Voilà, donc, ça reste à étudier. Je ne veux pas être catégorique, parce que je suis pas assez technique pour ça, mais Ah, bah, à creuser, sans du problème coup, pour être dit. plutôt entre vous et de prendre contact avec votre équipe C'est pour ça. creuser la question. Une autre question qui d'ailleurs a été posée par plusieurs personnes. Je pense que tu y as partiellement répondu pendant la présentation. Mais voilà, c'était un peu si tu peux réexpliquer concrètement si ça va être possible. Donc c'est sur cette interface d'accueil. Est-ce que on peut la moduler en fonction de qui s'y connecte? Est-ce que par exemple les bénévoles peuvent arriver sur une interface d'accueil qui sera différente de celle des salariés, par exemple. Et puis, dans la même continuité, est-ce qu'on peut donner certains accès, enfin un peu limiter les accès selon les équipes en interne? Alors oui, j'ai pas eu le temps de présenter par exemple la hiérarchie des droits parce que ça serait un peu long, mais pour aller très rapidement, on peut donner soit un accès global en modification ou en lecture, soit un accès par entité juridique en modification ou en lecture. Donc on peut aller à ce degré de finesse-là. Et sur la page d'accueil, il est prévu de pouvoir l'adapter un petit peu selon l'entité juridique, parce que si on se connecte via l'entité juridique qui n'a pas du tout besoin du logiciel de compta ou de gestion des donateurs, lui afficher le bouton, c'est un peu ballot. Donc, l'idée, c'est que ça se personnalise un peu selon l'entité juridique et selon les services auxquels appartient la personne.
On n'a pas encore prévu, parce qu'on ne nous l'a jamais demandé, une personnalisation salarié bénévole, mais c'est pas exclu qu'on puisse le faire, hein. On a ce statut, vous verrez dans les personnes, on peut déjà gérer des salariés, des bénévoles et des stagiaires. Donc voilà, il y a D'accord. déjà cette information et on peut tout à fait être en capacité bah, de, de gérer ce type d'écran différencié. Pour l'instant, hein, pour être transparent, ça n'existe pas, mais voilà, ça peut être fait. Ok, mais ça rejoint aussi une question de Dominique qui se demandait si c'était possible de faire évoluer le logiciel suivant les demandes. J'ai l'impression qu'en tout cas, c'est un peu, vous êtes très à l'écoute des besoins qui sont identifiés côté asso. Oui, absolument. Si vous aviez vu la présentation il y a 6 mois seulement, bah, il y a beaucoup de fonctionnalités que vous avez vues ce soir qui étaient pas. Donc, en effet, on est vraiment dans une phase où on a 4 développeurs à temps complet pour qu'on implémente beaucoup de fonctionnalités. Ok. Et une autre question qui n'a rien à voir, oui, c'était, enfin, si, ça recoupe l'histoire de fonctionnalités et de modules. Est-ce qu'il existe à l'heure actuelle un module de gestion du budget du SI? Et si oui, est-ce qu'on peut associer un matériel avec une facture et un budget? Alors, on a beaucoup de notions qui touchent au budget dans Easy App. On a la notion de budget sur les projets. On a aussi la notion de coût sur les contrats. Et c'est vrai que c'est une fonctionnalité. On nous a demandé d'aller vers une fonctionnalité de gestion de budget. Pour rien vous cacher, c'est des choses qui sont dans la roadmap, mais qui n'existent pas pour l'instant. Mais en effet, on prend bien conscience qu'au fur et à mesure qu'on touche des éléments du budget, bah, arriver à faire un budget synthétique à un moment, ça aura beaucoup de logique. Ça, c'est évident. Mais en tout cas, c'est pas un outil comptable et on veut pas en faire un outil comptable. On restera vraiment sur un outil de suivi du budget si on développe cette fonctionnalité. Très bien. Et dans la même lignée, quelqu'un demande s'il y a un module de gestion des mots de passe accessible sur le portail présenté. C'est vrai que ça peut Alors, faire on y a réfléchi coffre-fort et on a inutile. décidé de ne pas y aller pour la bonne et simple raison que la recommandation officielle de l'ANSSI, c'est de ne pas stocker son mot de passe au même endroit que là où il y a les adresses IP pour s'y connecter. Voilà, donc d'essayer d'avoir une gestion un peu différenciée parce que si on stocke la documentation informatique au même endroit où il y a les mots de passe, là, le pirate, non seulement il va comprendre comment fonctionne le système, mais avoir les mots de passe pour s'y connecter. Donc, on préfère envoyer vers des outils tiers de gestion de mots de passe qui sont en plus super cyberattaqués, qui ont des normes de sécurité bien supérieures aux nôtres. Voilà, voilà, on a préféré séparer les outils. Très bien. On comprend la logique, en tout cas. Je vois il est l'heure on touche à la fin du webinaire. Je remercie encore tous les participants qui sont encore présents pour poser leurs questions et écouter les réponses des uns des autres. En tout cas, on pourra peut-être prendre encore déborder sur une ou deux petites questions après. J'en profite donc pour vous redire encore une fois que vous aurez le replay et le support de présentation à dispo d'ici quelques jours. Il sera mis en ligne dans notre centre de ressources hein, sur notre site internet et puis vous en serez informé par email. Et puis, moi, je vous incite aussi à du coup participer à notre prochain webinaire qui est le 25 janvier. On parlera de pilotage, mais cette fois-ci de pilotage de la transformation numérique de votre asso. Je vous mets le lien dans le chat si vous souhaitez creuser un petit peu le sujet. Et je dis au revoir à ceux qui sont obligés de nous quitter maintenant. Et puis, on peut peut-être prendre encore une ou deux dernières questions pour ceux qui sont encore un peu disponibles. Euh, il y avait un petit peu des questions sur, alors ça peut-être que ça c'était pas tout à fait clair, mais en tout cas dans l'histoire d'inventaire qu'il faut faire c'est une question générale hein, sur l'inventaire de son matériel. Est-ce que ça concerne que les ordinateurs fixes et portables ou aussi les équipements mobiles comme les smartphones, les tablettes, etc. Non, vraiment, alors l'inventaire, il est vraiment automatisé avec les ordinateurs et les serveurs parce qu'on peut installer et déployer le logiciel OCS dessus, hein, puisqu'il y a aussi une question qui est pourquoi pas utiliser des outils libres de recensement. Il faut savoir que notre outil, notre agent de recensement, c'est un logiciel libre qui est principalement développé par une société qui s'appelle FactorFX. C'est le principal contributeur libre de ce logiciel.
Et donc, nous, on a décidé de faire héberger ce logiciel-là par la société FactorFX et Maintenir. Donc, on s'appuie bien sur une solution libre pour remonter ces inventaires. Et sur la partie tablette et smartphone, il y a une application qui permet de remonter l'inventaire. Le seul petit bémol, c'est qu'il faut configurer le serveur à la main dessus. Et donc, c'est pas 100% déployable en automatique, mais c'est tout à fait possible de télécharger l'application et de remonter l'inventaire des smartphones et tablettes. C'est une petite configuration manuelle. Pareil sur D'accord. les serveurs Linux. Si vous avez des serveurs Linux, c'est un peu moins facile à installer l'agent OCS que sur Windows, mais c'est possible aussi de remonter votre inventaire de parc Linux. D'accord, très bien. Ça répond aussi un petit peu à d'autres questions qui étaient en suivant sur l'enjeu de mettre du libre aussi enfin, de l'utilisation du libre et de l'open source au niveau d'Easy App Oui, euh, oui, et de la on a pas, compatibilité. c'est absolument ça, ouais. Très bien. Bah, je pense que c'est à peu près tout. Je regarde s'il y a encore des questions qui sont pas trop non plus de niche et plus un peu d'intérêt généraux, d'intérêt général, pardon. Euh, et on peut prendre deux petites questions techniques et puis après, je pense, on va se dire au revoir. Il y avait une question de Jean-Baptiste. Est-ce qu'il est possible d'utiliser l'agent de recensement pour exécuter des commandes PowerShell, Bash pour installer des logiciels, par exemple? Et Alors toi, là tu es aussi, assez technique là-dessus. on était un petit peu à la limite de se dire, est-ce qu'on n'essaye pas de faire une solution pour pouvoir manager les postes de travail? Alors, en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que la plupart des associations utilisaient l'outil Intune qui est inclus dans Office 365 et que ça n'avait aucun sens. C'est-à-dire que cette fonctionnalité ne leur servait très rarement. Et on a très peu d'associations qui sont capables de faire des commandes PowerShell ou Bash. Donc non, on n'a pas cette possibilité-là. Et toujours sur le matériel, je vois qu'il y a une question juste en dessous aussi, hein. En fait, on peut saisir tout ce qu'on veut après sur EasyApp ou importer via un fichier Excel. Si vous avez une liste des 100 imprimantes de votre association, des 100 routeurs, si vous voulez les saisir à la main, il n'y a pas de souci. On peut gérer, je crois, plus d'une cinquantaine de types de matériel dessus, les casques, les écrans, voilà. Mais par contre, ça reste de la saisie manuelle parce qu'on ne peut pas installer un module sur un écran, quoi. Donc, à un moment, il faut Il simplement faire de la saisie ou faire une reprise. C'est pas possible de faire autrement. faut quand même mettre un peu la main à la pâte de temps en temps. Bah, des fois, il faut pas se le cacher. Très bien. Et bien sur sur ces dernières bonnes paroles, je te remercie encore Sébastien pour ton temps. Et merci à toutes et tous d'avoir participé au webinaire. On se revoit très vite et on vous envoie le support de presse très bientôt. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je vous ai mis le mail de contact dans le chat et vous le retrouverez dans le PowerPoint. Surtout, n'hésitez pas. Et Et puis dans le on peut mail prendre aussi. du temps pour vous faire une démonstration plus personnalisée. Merci à vous et bonne fin de journée. Super. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir.